Bonjour, on est back ici à l'Université de la Louisiane à Lafayette pour l'université d'été avec le Centre de la francophonie des Amériques pour parler avec quelques francophones de la Louisiane et aussi des francophonies des Amériques en général. Et donc, ici, on est avec Camden Martin qui vient du Maine, qui est aussi un coin de la francophonie des Amériques. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais en fait, c'est une grande réalité et donc on va en parler aujourd'hui avec Camden. Bonjour. Bonjour, Will, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Super, très content d'être ici avec toi, ici en Louisiane, chez toi, c'est génial. Effectivement, chez nous. Et donc, ça, c'est ta première fois en Louisiane, non? Oui, c'est ma première fois, oui. Et donc, quelle a été ta réaction à la Louisiane? Ouf, très bonne question. Tout de suite, c'est l'amour pour ce pays, je pense. J'ai été vraiment très content de l'accueil que j'ai eu, même de voir toute la joie de vivre qu'on a ici, que ce soit à la Nouvelle-Orléans, ici à Lafayette. Les gens sont très accueillants. Il y a la chaleur aussi qui nous accueille. C'est vraiment, comment je peux dire ça? On est aux États-Unis, mais en même temps, on se sent ailleurs. C'est ça que j'ai bien apprécié. Ouais. Tout à fait. Et donc, avant de parler un peu plus de détails du Maine francophone et des liens Louisiane, Maine, etc., est-ce que tu peux nous expliquer nous parler un peu de ton background, ton enfance, très bien, tes très bien. racines et tout ça? Oui, alors moi j'ai grandi à Auburn, Maine. Moi, je suis né dans une famille franco-américaine à proprement dite, mais on n'a pas eu vraiment cette culture. Donc, lorsque j'étais petit, on parlait uniquement en anglais. Je porte le nom Martin, mais on disait pas Martin, on disait Martin, des choses comme ça. Moi, quand j'étais petit, j'avais ma mère, mon pépère, et je savais qu'il parlait français, mais c'était toujours quelque chose un peu... on n'en parlait pas beaucoup. Et donc, moi, j'ai fait ma vie en anglais, j'ai fait mon enfance en anglais. Puis, quand j'avais, bon, peut-être 12, 13, non, plus 13, 14 ans, c'est à cette époque-là de notre vie, cette période de notre vie, on cherche un peu à se connaître, on cherche un peu qui on est. Donc, pour moi, je me suis dit, ben, j'allais apprendre le français justement parce que c'est la langue de mes ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où je viens, tout ça. Et tout ça, ça m'a amené sur vraiment tout un parcours, en fait. Donc, en fait, en faisant des recherches, en voulant vraiment apprendre le français à gauche, à droite, j'ai commencé à parler avec ma grand-mère. J'ai barguigné un petit peu le français. Je parlais pas très bien. Je prenais ce que j'apprenais à l'école pour essayer de lui parler. Je mettais mon téléphone en français. Tout ça pour dire que j'avais une proposition pour faire une bourse, d'avoir accès à une bourse pour partir en France pendant 2 ans, enfin 2 mois. Et donc, grosso modo, il fallait expliquer pourquoi est-ce que moi, Camden Martin, est-ce que je mériterais cette bourse. Donc, j'ai écrit tout ce que je faisais comme effort pour apprendre le français, en quoi c'était important pour moi, pour tout ce qui est le côté patrimoine, et de se chercher, tout ça. Et par chance, j'ai eu cette bourse-là qui m'a propulsé en France pendant 2 mois. Et finalement, j'étais resté là-bas 2 ans dans le sud de la France, à Nîmes. J'ai passé mon baccalauréat à Nîmes. Et tout ça, bon, je suis retourné aux États-Unis. Et puis là, à un moment donné, je me sentais un petit peu étranger presque dans mon propre pays parce que je tenais tant à parler français, mais je n'avais pas tant d'opportunités à l'époque. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, entre-temps, quand j'étais parti, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'Afrique subsaharienne qui parlent français. Donc ça, c'était vraiment un soulagement pour moi parce que je savais, je pouvais compter sur eux pour pouvoir parler français. Et par la suite, j'ai commencé les études aux États-Unis. Ça m'a pas trop plu, j'avais du mal parce que j'étais plus habitué à écrire en français. Donc, j'ai fait des études au Québec, au Lac-Saint-Jean, dans le domaine de la protection de l'environnement. Et après 3 ans et demi là-bas, je suis retourné dans le Maine. Je cherchais du travail dans ce domaine-là. C'était un peu difficile, donc je commençais à travailler dans un musée pour parler justement de l'histoire d'où je viens. Et tout ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé aujourd'hui prof de français langue seconde dans une école qui s'appelle l'Académie Saint-Dominique, qui est une ancienne école paroissiale, justement, qui était fondée pour subvenir aux besoins des Franco-Américains de l'époque, dans les années 40 et 50. Donc, c'est vraiment... Ouais. C'est un long concours, mais on pourrait en parler pendant un petit peu. Mais... Tu le cercle. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la francophonie du Maine, la francophonie ménoise, on dit? Oui. Et donc, parce que c'est dans quelle région, Oui. il y a combien de personnes, quels sont quelques villages ou villes exemplaires? Très bien. Donc, le fait français, le fait francophone dans le Maine, ça remonte assez loin, en fait.
ça remonte même avant la fondation de la ville de Québec. Parce qu'en fait, c'est Samuel de Champlain, quand il était passé faire un de ses premiers voyages, en fait, il faisait tout le tour du littoral du Maine et en fait, à l'embouchure de ce qu'on allait appeler plus tard le fleuve Sainte-Croix, ben, justement, il y avait une petite île et c'est là où ils ont commencé. C'est la première tentative d'établissement français en Amérique du Nord, c'était l'île Sainte-Croix, qui se trouve aujourd'hui en mi-chemin. Enfin, c'est le fleuve, en fait, qui est la frontière entre le Nouveau-Brunswick, le Canada et le Maine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Les gens, ils en savent très peu là-dessus. Et depuis ce moment-là, il y a eu plusieurs comptoirs de pêche, même un fort qui se trouvait aujourd'hui, ils appellent ça Castine, mais c'était le fort Pentagouet. Il y avait toute une histoire avec l'Acadie. En fait, la capitale de l'Acadie orientale se trouvait autrefois au fort Pentagouet dans le Maine, en fait. Les gens, ils savent pas ça. Mais à un moment donné, à Port-Royal, tout ça, ça a été attaqué. Et on a mis la capitale dans le Maine. Presque toute la partie septentrionale du Maine faisait partie de l'Acadie. Et donc, ça c'est pour dire qu'il y a eu toujours une petite présence, mais c'est vraiment à partir de la fin du 18e siècle qu'il y a eu beaucoup d'Acadiens qui étaient chassés du Nouveau-Brunswick, près de Sainte-Anne, donc aujourd'hui Fredericton. Et en fait, en remontant les cours d'eau, ben, ils sont tombés sur le fleuve Saint-Jean. Ils allaient appeler le fleuve Saint-Jean. Et donc, à l'époque, ça faisait toujours partie du Canada. Et donc, il y a plusieurs familles comme les Landry, les Martin, les Doucette qui se sont installées dans ce coin-là pour justement commencer l'agriculture. Et en fait, cette région-là, elle se trouve comme une région limitrophe du Québec pour tout ce qui est le bas du fleuve, donc Kamouraska, ces coins-là. Donc, il y en a beaucoup aussi qui n'avaient plus de terre là-bas, qui commençaient à chercher des terres à cultiver dans le nord du Maine. Et en fait, c'est en 1842 que cette partie du Canada allait devenir le Maine parce qu'il y avait ce qu'on appelle, c'était le traité Ashburton en fait qui a fixé la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ils ont fixé le fleuve comme frontière. Et donc du jour au lendemain, tous ces gens-là se sont retrouvés américains. Alors, ils n'ont pas choisi d'être américains, c'était comme ça. Donc, on avait, bon, à l'époque, c'était pas trop difficile, mais quand même. Donc, toute la vallée ce qu'on appelle la vallée du Haut-Saint-Jean se trouve quand même assez francophone aujourd'hui. Mélange d'Acadiens, de Canadiens français. Et puis, plus au sud dans le Maine, tout ce qui est les villes industrielles comme Lewiston, Auburn, Augusta, Biddeford, Waterville, tous ces coins-là, en fait, ont commencé dans les années 1840, 50, 60. Beaucoup d'industries qui avaient un lien avec tout ce qui est textile, donc beaucoup de filatures, des manufactures. Et ces villes-là, en fait, recevaient d'énormes contingents d'immigrants canadiens français qui cherchaient justement à avoir un travail stable parce que pour la plupart, c'était des cultivateurs et puis c'était vraiment difficile de vivre au Québec pour plusieurs raisons. Donc, ils sont venus pour travailler dans ces villes-là. Et justement, ils ont voulu, comme en Ontario français ou ailleurs au Canada, ils ont voulu reprendre leur vie en français, de pouvoir parler français, d'être de confession catholique. Ils ont commencé à créer leurs propres institutions pour justement vivre en français. Et ça a vraiment perduré pendant longtemps, presque 100 ans. Par exemple, à Lewiston, nous, on avait un quotidien en français qui s'appelait Le Messager. Ça a été commencé dans les 1880 et ça a perduré jusqu'en 1968. Et à un moment donné, il y avait plusieurs milliers d'abonnés partout dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre. Et on avait plusieurs associations culturelles. On avait un hôpital en français, on avait des écoles. Et ça, c'était partout en Nouvelle-Angleterre. Mais des villes comme Lewiston ou Biddeford, et puis dans la vallée du Haut-Saint-Jean, ces coins-là ont vraiment réussi à garder le côté francophone pendant très longtemps. Mais hélas, vers les années 60, 70, 80, là, on commence à perdre. On a commencé à perdre beaucoup. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, comme j'ai fait allusion un petit peu tantôt, c'est qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, le Maine reçoit d'énormes vagues, enfin, énormes, c'est relatif par rapport à la population du Maine, hein, c'est petit, mais on reçoit beaucoup d'immigrants francophones qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent du Rwanda, Burundi, Congo, Brazzaville et Kinshasa et autres. Et ça, là, vraiment, on commence à voir un nouvel engouement pour la langue française parce qu'on dit, tiens, une nouvelle chance. Il y a des nouvelles masses de population qui veulent garder leur français et qui commencent ça commence à tisser des liens avec les Franco-Américains d'antan. Donc, les personnes âgées qui parlent encore français. Et puis même, bon, il y a un peu de jeunes qui prend la relève, mais c'est difficile
comment je peux dire ça, à instaurer l'envie d'apprendre le français pour parler couramment. Ça, on a un peu de problème avec ça. On n'a pas d'école d'immersion comme ici, malheureusement. Mais c'est pas pour autant que ça n'arriverait pas un jour, mais on travaille là-dessus. Mais oui, donc la vallée du Haut-Saint-Jean, les endroits comme Fort Kent, Madawaska, Frenchville, tous ces endroits-là, c'est majoritairement francophone chez une certaine tranche d'âge. Là, les jeunes, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et puis, plus au sud, Lewis and Auburn, Biddeford, Waterville, Sanford, plein d'endroits là où il y a pas mal de noyaux de personnes qui parlent français. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais mes courses ou quand je magasine dans les boutiques que j'entends une vieille madame qui parle français, puis je peux pas m'empêcher d'aller lui parler en français. Oui, Ça lui fait tout son bonheur, là. tout à fait. Et donc, si je comprends bien, en fait, il y a d'autres francophones, ou il y a un héritage francophone, par ailleurs en Nouvelle-Angleterre, Oui. mais quelque chose qui est une particularité du Maine, c'est qu'il y avait des francophones d'auparavant, Oui. d'avant la Même les République États-Unis, américaine, oui, avant oui, oui. les États-Unis. Et puis après, il y avait aussi les vagues d'immigration des Québécois, des Franco-Canadiens. Mais par ailleurs, en Nouvelle-Angleterre, c'était majoritairement des immigrés franco-canadiens. C'est quoi la situation par rapport à Dans les autres États, tu veux dire? Oui, Oui, l'autre oui. État en Très Nouvelle-Angleterre. très bonne question. Donc, New Hampshire, on pourrait dire que ça pourrait s'apparenter pas mal à ce que nous, on vit dans le Maine, parce que, il y a, par exemple, les villes comme Manchester, il y avait vraiment beaucoup de francophones. On appelait ça la ville reine déjà pour les raisons économiques pour le New Hampshire, mais il y avait vraiment d'énormes. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 8 écoles paroissiales qui se trouvaient à Manchester. Et il y a ce qui est quand même très important parce qu'il y a juste il y avait juste les grandes villes comme Montréal, Québec ou Trois-Rivières qui pouvaient inventer d'avoir autant. Dans tous les autres endroits au Québec, il n'y en avait pas autant, dans une seule ville, d'avoir autant d'écoles bilingues ou francophones. Donc ça, c'est très important. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si on prend l'exemple du Massachusetts, il y a eu presque la moitié enfin 500 000 Canadiens français qui sont allés vivre juste dans le Massachusetts. Les endroits comme Lowell, qui est très connu pour Jack Kerouac, les endroits comme Fall River, tous ces endroits-là, puis même au Rhode Island, Woonsocket. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu tellement d'autres vagues, d'autres immigrants, que les gens, même s'ils tenaient tant ce qu'on appelait autrefois la survivance et tout ça, puis qui s'affichaient très fièrement, mais au fil du temps, ben, tout ça a été un peu englouti par d'autres populations, donc on le voit moins. Alors que dans le Maine, même si on a d'autres populations qui viennent d'ailleurs, c'est quand même petit, donc les Franco-Américains, les gens de langue française s'y distinguent quand même beaucoup, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres personnes qui sont venues nous remplacer nécessairement en termes de nombre et puis en termes de culture, si je peux dire. Alors que dans le Massachusetts, il y a beaucoup de Portugais, il y a des gens qui sont venus de partout. C'est vraiment comme un microcosme, comme à New York, quoi, comparé par chez nous. Donc, on peut dire que ça existe encore, ça vivote un peu dans certains endroits. Worcester, par exemple, il y a le collège de l'Assomption. Aujourd'hui, c'est Assumption University. Mais ça, c'était le premier collège qui a été fondé pour les Franco-Américains d'avoir des études supérieures en Nouvelle-Angleterre, qui était géré par les assomptionnistes, les pères assomptionnistes de France. Donc, c'était une opportunité pour les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre d'avoir une éducation supérieure, un collège classique en Nouvelle-Angleterre, autre qu'aller au Québec pour étudier. Donc ça existe toujours, mais ça se fait plutôt en anglais. On a des instituts, tout ça, mais c'est plus comme c'était dans le temps, en fait. On voit que c'est en déclin, un grand déclin, mais on essaie de raviver les intérêts pour justement essayer de revenir où on était, puis aller au-delà et essayer d'inclure plus de francophones dans tout ça, parce que si on ajoute, enfin, si on ne tient pas compte de comment dirais-je, la francophonie plurielle qu'on a, ça ne marcherait jamais, à mon avis, de préserver la langue, parce qu'il faut vraiment tenir compte de tout ça, parce que ça fait la richesse, justement. Mais je dirais les États phares, ce serait plutôt le Maine et le New Hampshire. C'est sûr qu'à Massachusetts, il y en a beaucoup, mais on dirait que ça se distingue moins, en fait, si ça a du sens. Woonsocket ou Rhode Island, il y en a beaucoup de francophones. Il y a un musée, justement, qui parle du travail, à quoi ça ressemblait dans les usines, et ça, c'est bilingue. On avait lancé la route franco-américaine, qui s'en va de Woonsocket, qui passe par Woonsocket, au Rhode Island, ou Lowell, au Massachusetts, qui va à Manchester, au New Hampshire, qui va à Biddeford, dans le Maine, puis jusqu'à Lewiston. Pour justement, si les gens, souvent, il y a beaucoup de Québécois qui passent leurs étés en Angleterre, et puis justement, s'ils voulaient
sur la route, faire un petit détour par chez nous, dans différents centres, ils pourraient apprendre davantage sur l'histoire des Franco-Américains. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un peu invisible, on va dire, sur la grande échelle. C'est ça du Tout à sens. fait. Ouais. Oui, oui. Et puis, donc, quelque chose qui était un des piliers, en fait, par rapport à l'histoire francophone du Maine, c'est pas seulement les relations, mais aussi la proximité Tout à avec fait. l'Acadie et le Québec. Et Tout donc, à fait. est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce qu'ils sont Bien des sûr. modèles pour nous? Est-ce qu'il y a beaucoup de back and forth entre Oui. vous autres et eux autres? Bonne question. Donc, historiquement parlant, c'était d'énormes va-et-vient, hein, il faut s'entendre, parce que la beauté d'avoir le Québec, d'avoir la mère patrie juste à côté, c'est que pendant les étés, les gens pouvaient aller retourner au Québec et vice-versa. Donc, on avait beaucoup d'échanges. Il y avait beaucoup de sociétés mutuelles qui existaient, en fait, qui regroupaient les Franco-Américains de chez nous et les Québécois du Québec. Enfin, à l'époque, c'était plus ce qu'on appelait les Canadiens français. Et donc, il y avait d'énormes échanges et tout ça se faisait jusque dans les années 50-60. Aujourd'hui, ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont passer par chez nous. Ils savent quelque part qu'il y avait un oncle ou une tante qui était parti en Nouvelle-Angleterre ou dans le Maine. Mais cette histoire-là est aujourd'hui très méconnue même des Québécois. Donc, on a des échanges, on a par exemple, à Boston, on a la délégation québécoise qui se trouve à Boston, donc qui fait des événements, qui nous appuie pour la langue française, mais c'est plus comme c'était dans le temps, en fait. En fait, ce qui est devenu, c'est comme, dans le Maine, ce sont des Américains, et au Québec, ce sont des Québécois, des Canadiens. C'est deux nations différentes, malheureusement. Dans la mentalité des gens, je dirais, en grande partie. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est d'avoir ce genre d'échange. Ça existait comme, des fois, il y a des gens, autrefois, il y avait même dans les années, au début de 2000, il y avait des échanges, des programmes d'immersion qui envoyaient des jeunes, des fois, au Québec ou vice-versa. Mais on a perdu vraiment tous ces liens familiaux qu'on avait eu de parents, de parenté qu'on avait autrefois. Aujourd'hui, ça existe moins, en fait, malheureusement. Mais ça pourrait... Moi, comme je vois l'avenir, je pense qu'on pourrait en avoir davantage. Oui. Ouais. C'est une piste à développer. Oui. Et donc, oui, sur cette question, est-ce que par rapport à l'identité, quelque chose qu'on trouve en Louisiane, il y a beaucoup d'identités, Oui. mais aussi même les gens qui partagent une identité, ils ont des étiquettes différentes. Oui. Et donc, il y en a qui disent, oh oui, je suis français, Oui. je suis French, je suis cajun, je Oh, suis créole. oui, tout à fait. Et donc, pour vous autres, les franco-ménois, Oui. qu'est-ce qui se considère franco-canadien? Généralement, ils vont adopter le terme franco-américain. C'était un terme qui a été développé au début du 20e siècle. Au tout début, les gens ils se revendiquent canadiens. Et puis, au fil du temps, c'était, c'était un peu comme il y avait la Première Guerre mondiale, c'était à la mode de dire on est franco-américain pour faire référence à la France. Et les gens, ils ont perdu cette étiquette de canadien français. Donc, ça dépend. Donc, généralement, les gens qui... comment je peux dire ça? Si, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, ses parents sont venus directement du Québec, ils vont se revendiquer peut-être québécois ou canadiens. Mais les gens où, par exemple, dans mon cas, moi je suis un Martin. Moi, je suis la 5e génération des Martins. Donc, les gens qui représentent ma réalité à moi, ils vont se revendiquer davantage franco-américains. On n'a pas tellement ce défi d'étiquette. Par contre, je trouve le terme francophone beaucoup plus rassembleur parce qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne, il faut vraiment en tenir compte de tout ça. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement l'héritage que nous, on en a, hein, c'est normal, mais en même temps, on veut les valoriser, on veut qu'ils en fassent partie, justement, de l'idée francophone, de l'image francophone que nous avons aujourd'hui. Oui. Ouais. Il faut des soldats pour tout à fait, oui, exactement, oui, tout à fait. C'est comme ça. Et puis, mais pas acadien en fait. Dans le Nord, oui. Dans le Nord. Okay. En fait, ça c'est là où ça devient un peu mêlant. Okay. Merci de m'avoir rappelé parce que dans le Nord de l'État du Maine, il y a plusieurs composants. Il y a peut-être 3 composants différents d'identitaires. Donc, ça veut dire que les Acadiens sont arrivés en premier. Donc, les gens qui portent les noms comme Landry, Doucette, certaines familles Martin et autres. Et puis, en même temps, quand eux ils sont arrivés, on parle du début du 19e siècle, il y avait d'autres, les Canadiens français qui sont venus, notamment la région du Kamouraska, Rivière-du-Loup, dans ces coins-là, juste à côté du fleuve. Et donc, ils portaient des noms comme Pelletier, Ouellette, des noms comme ça. Et au fil du temps, eux, ils se sont mélangés
Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui disent moi je suis acadien alors qu'ils sont davantage canadiens-français, non pas acadiens. Mais comme ils vivent dans cette région-là, on parle d'acadie, ben, ils disent on est acadien. Certains vont dire oui, ils sont acadiens parce qu'ils sont mélangés. Certes, d'autres ils vont dire non, je suis plus canadien-français. Il y a même aussi cette identité, ce qu'on appelle le bréon. Donc le bréon, c'est un parler du coin, en fait, des trois régions. Parce que ce qui est intéressant là-haut, c'est que tu as trois régions qui se rencontrent. En fait, tu as le Nouveau-Brunswick, ce qu'on appelle le Madawaska du Nouveau-Brunswick, la région du Madawaska. Tu as le Témiscouata au Québec et tu as le nord du Maine, en fait. Et tous ces gens, enfin, tous ces coins se rencontrent. Et il y a une identité régionale qui s'appelle l'identité bréonne ou le parler bréon. Et ça, c'est différent comparé à la péninsule acadienne, justement, par rapport aux entités et l'accent. Ça, c'est un peu différent parce que c'est plus mélangé québécois, acadien et non pas juste acadien de souche, si je peux dire, péninsule acadienne ou Nouvelle-Écosse. Donc, ça, c'est un peu plus confus, on va dire. C'est un peu plus flou, des fois. Donc, souvent, par chez nous, par exemple, dans le Nord, tu vas voir, tu te balades, il y a beaucoup de gens qui brandissent le drapeau acadien dans le Nord. Et même par chez moi, à Lewiston-Auburn, on a eu des immigrants, enfin, des immigrants acadiens, mais ils n'étaient jamais majoritaires parmi le peuple francophone, mais les gens se revendiquent acadiens par chez nous aussi. C'est juste qu'ils étaient un peu plus minoritaires dans les minorités francophones. Tout à fait. Et donc, par rapport au parler, en fait, au langage, quelles sont des particularités? C'est comment l'accent, les accents ménois, et quels sont des mots, en fait, qui sont utilisés souvent là-bas? des mots qui s'apparentent drôlement aux mots d'ici, parce que chez nous, par exemple, quand on va parler avec un monsieur peut-être de 80 ans et plus, il va pas dire maintenant, il va dire à cette heure. Puis donc, en fait, notre parler, c'est surtout un parler canadien-français, acadien, là, on s'entend là-dessus. Et donc, les accents, on roule les airs un petit peu plus. Et puis, ce qui est quand même drôle, c'est que dans le Maine, on a gardé, ou ailleurs, en Nouvelle-Angleterre, on a gardé les vieilles expressions pour les Québécois. C'est-à-dire, chez nous, sûrement comme ici en Louisiane, par exemple, en anglais, les gens, pour parler de leur grand-mère, leur grand-père, ils vont dire mémé and pépé, tu vois. Et apparemment, au Québec, on dit plus mémère et pépère, en fait. C'est plus... même mamie, papi, même on prend l'expression de France, on dit grand-mère, grand-père. Et au Maine, on a gardé ça, par exemple, comme ici, c'est le cas aussi, on dit mémère ou pépère des fois. Je suis pas sûr, peut-être. Pas sûr, peut-être bien, je sais pas. Je sais pas si j'ai entretendu ça, mais donc il y a ce parler-là. Chez nous, c'est pas, on conduit pas des chars, on conduit des machines. Tu vois, c'est parce que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de voiture encore. Donc, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette affaire là-bas? C'est une machine. Donc, on conduit des machines, on chauffe une machine, par exemple. Donc, vraiment, si je peux dire ça, ce qui est intéressant, c'est on a vraiment, par exemple, tu vas aller à Augusta, la capitale, les gens parlent un petit peu différemment parce que eux, ils sont plus majoritaires d'un certain coin au Québec. Donc, eux, ils ont gardé des expressions de la région de la Beauce, par exemple. Chez nous, c'est la Beauce. Mais plus au sud, vers Biddeford, c'est du monde qui venait aujourd'hui de la région de Montérégie, donc Saint-Hyacinthe, dans ce coin. Donc, c'est un autre parler, en fait. Et souvent, ces variantes-là ont été conservées dans ces différentes villes. Et surtout, des vieilles expressions qu'on entend. On entend au Québec, mais de moins en moins. Par exemple, si on va aller chercher de l'eau, c'est pas le robinet, on va appeler la champlure. Puis c'est pas une fenêtre, c'est un châssis, etc. Tu vois, un peu comme ici, ces expressions comme ça, c'est moi et tout, des phrases comme ça. Oui. Cool. Donc, tout à fait. Et oui, ce sont des particularités qu'il faut préserver. Quelque chose qui est important avec notre podcast de Louisianie, on aime bien aussi parler de l'économie et la politique. Et donc, par rapport à l'économie, je sais que, dans votre coin-là, les les Canadiens français de la Nouvelle-Angleterre, vous étiez très liés à l'industrie des textiles et tout ça. Tout à fait. Mais je crois que ça s'est perdu un peu. Oui, ça s'est perdu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation économique du Maine et quelles sont les industries principales à cette heure? Tout à fait. Donc, depuis cette époque-là, en fait, cette région-là a connu vraiment une crise économique importante parce que ce qui est arrivé, c'est que c'était un monopole des industries, c'était dans le domaine du textile et tout ça, quand ça a fait faillite, ces gens étaient obligés de trouver quelque chose d'autre et souvent, il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'il n'y avait plus d'emploi, en fait.
Donc, depuis cette époque-là, en fait, aujourd'hui, l'économie est plus axée sur tout ce qui est service, je dirais. Mais à l'instar de ça, ce qui est intéressant, c'est que comme on a tous ces anciennes bâtisses, ces grands bâtiments en briques là, qui autrefois logeaient tous ces métiers à tisser, tout ça pour l'industrie du textile, ben aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies en fait qui font ce genre de travail comme le service, les centres d'appel ou même des fois il y a des compagnies. Par exemple, ils vont mettre leur quartier général, si je peux dire, pour la compagnie, dans ces anciens bâtiments-là, parce que c'est très grand, c'est très beau, architecturalement parlant, c'est très beau à l'intérieur, il y a le brique, tout ça, les grandes poutres en bois. Et donc, par exemple, chez nous, on a beaucoup des usines qui n'ont pas été détruites parce que justement, on voulait mettre ce genre de nouvelles compagnies qu'on a aujourd'hui, qui est plus la technologie, tout ça. Les gens, ils viennent justement pour travailler là-dedans. Il y a beaucoup d'appartements aussi dans ce genre de bâtiments. Mais généralement, de manière constante, c'est le tourisme, parce que c'est le littoral. Le Maine est très connu pour le homard, c'est les phares et tout ça, qui est plus axé sur le littoral. Nous, on est plus à l'intérieur des terres, c'est l'arrière-pays. Nous, on ne bénéficie pas trop de ça. Il y a le ski, mais le Maine, vraiment, en particulier, c'est plus le tourisme. Si on parle du New Hampshire, c'est un peu le même style. Après, il y a quand même des centres importants parce que depuis le temps, ils sont toujours là, donc ce sont des cœurs économiques importants. Mais à Portland, par exemple, ben là, déjà, on entend dans le mot port, Portland, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de croisières qui passent par là. Donc les gens dépendent beaucoup du tourisme et c'est comme les prix deviennent chers, ça devient de plus en plus cher à vivre à Boston. Les gens partent au Maine et puis de Portland, là où ils se rencontrent, c'est devenu cher, donc ils passent par Lewis and Auburn. Ouais. Donc il y a tout ce flux pas migratoire, mais ce flux démographique, si on peut dire. Mais c'est vrai que, économiquement parlant, on dépend énormément du tourisme et c'est un endroit où il y a l'hiver, donc on dépend du tourisme pendant l'été pour beaucoup et on dépend du tourisme pour le ski, tout ça, l'hiver. Mais en général, on est, comment je peux dire ça, c'est en baisse et la population est vieillissante. Donc c'est pour ça que l'immigration est si importante pour nous. Et on bénéficie aussi dans le nord pour tout ce qui est l'industrie forestière. Ça aussi, c'est encore quelque chose d'actualité aujourd'hui. Autrefois, c'était le pâte à papier. Et il y a aussi l'agriculture aussi, mais c'est pas, on dirait, c'est pas une force économique, on va dire, le Maine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se trouve dans un carrefour important pour tout ce qui est avec le Québec et le Nouveau-Brunswick. On a un capital, je pense qu'il y a un potentiel avec un capital linguistique qu'on a. Si on arrivait à développer tout ça, on pourrait vraiment. On a tellement d'échanges déjà, mais si on pourrait faire ces échanges en français avec nos voisins francophones, là, je pense que ça changerait beaucoup la donne, à mon avis. Oui, tout à fait. Et oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses en commun avec la Louisiane et je crois que notamment, comme tu avais dit, c'est une population vieillissante. Oui. Ça, c'est un enjeu ici avec beaucoup de régions, pas seulement ici, mais aussi en France, en Espagne, partout dans le monde. Tout à fait. Les jeunes quittent les régions, Oui, ils vont dans les rural, grandes villes. oui. Et donc, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, comme les gens avec qui on travaille, qui décident de rester. Oui, il faut. De faire partie du futur. Et donc, parlons du futur sur, dernière question sur le plan politique. Comment tu vois ça, en fait, le futur du français dans la politique minoise? Comment vous allez faire? Bon, il y a la réalité et puis le rêve, hein, tu sais, mais moi j'aime ça viser le rêve, comme ça, Oui, si on vise le rêve, on va peut-être tomber quelque part là où ce qu'on veut véritablement. Donc moi, pendant cette semaine ici, je me suis beaucoup inspiré. Déjà, je m'étais beaucoup renseigné même avant de venir ici sur la question du code de fil, sur les écoles d'immersion, le lobbying pour le français ici au niveau de l'État. Donc c'est ça que je vise en fait. Moi, j'aimerais ça voir le Maine devenir un État plus ou moins bilingue parce que il y a tellement de raisons pour, en fait. Même si les gens ne sont pas de souche française, en fait, j'ai fait le calcul, on est plus entouré de francophones que d'anglophones dans le Maine. Et donc, ça, pour moi, justement, c'est la preuve comme quoi on devrait instaurer un programme d'école d'immersion. Et on aurait vraiment avec le tourisme, il y aura beaucoup de petits boulots d'abord pour les étudiants. Mais moi, ce que je rêve de voir, c'est ce qu'on avait autrefois. Ce que je rêve de voir, c'est de voir la culture en français, de vivre en français, Je pense qu'on pourrait avoir du théâtre de nouveau en français. Je pense qu'on pourrait avoir des maisons d'édition de livres. Je pense qu'on a tellement de potentiel, mais on n'ose pas. Donc moi, ce que je trouve, ce qu'on devrait faire, c'est justement de faire plus de lobbying au niveau de l'État pour justement peut-être avoir une loi qui garantit certains droits par rapport à la langue française ou même qui garantit la promotion de cette langue-là
pour une question de langue patrimoniale, mais aussi comme langue d'échange avec nos partenaires économiques, nos voisins. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement de pouvoir me balader, que ce soit à Lewiston, dans la vallée du Haut-Saint-Jean, et d'entendre les petits parler entre eux en français. Je pense que c'est tout à fait réalisable, mais ça demeure quand même un travail fastidieux et ardueux, sûrement, comme tu sais bien. Un travail inlassable, sûrement. Mais je me dis, si on ne fait pas ça, on rate une deuxième chance de pouvoir préserver la langue française, parce que là, on a encore, pour une fois, de nouveau, on a de la masse qui vient, qui cherche à garder le français. Et ça tisse des liens incroyables. Moi, j'ai des élèves dans ma classe qui viennent du Congo. Moi, je parle en français avec eux, je commence à connaître les parents. Ils m'amènent un petit plat, on mange le foufou, le pundu du Congo. Donc, tout ça, c'est une richesse. Et ça ferait la différence parce que dans le Maine, ce que je veux voir, c'est que les gens, ils associent le Maine pour le homard, les phares, le littoral. Mais ce serait cool, comme ici, c'est d'axer l'expérience touristique sur le fait français parce que c'est vivre la différence, justement. Et donc, c'est ça que j'aimerais viser et on veut travailler fort pour ça, je pense. Oui, il faut consolider cette partie de l'identité minoise. Oui, tout à fait. Donc, un grand merci. Merci à toi. Et c'était un plaisir. Et évidemment, merci au Centre de la francophonie des Amériques, à l'Université de la Louisiane pour nous avoir accueillis. Mais j'espère que c'est que le début pour les relations Maine, Louisiane, Québec, Acadie, etc. Donc, oui, un grand merci. À bientôt. Thank you.